Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Boquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin du moins une série de vidéos, et ça va être la dernière que j'ai faite avec le site Babelio. Enfin que j'ai faite, c'est pas en collab mais c'est moi toute seule qui utilise le site. Dans les deux épisodes précédents, on était sur une série Netflix, j'avais présenté du coup les sagas que j'avais adorées et je lisais les pires commentaires que je pouvais trouver sur Babelio. Là, pour ce dernier épisode, nous allons faire l'inverse. Je vais sélectionner des livres que je n'ai pas du tout aimés et on va lire les meilleurs commentaires que je peux trouver. Ah oui, et je rappelle juste avant, ne sait-on jamais, que forcément je vais dire des choses un peu négatives sur ces romans parce que je n'ai pas vraiment apprécié. Mais ça ne veut pas dire que ils ne sont pas bien. Ça veut pas dire qu'ils ne sont absolument pas recommandables, non. Il faut juste comprendre que en gros chaque livre a son lectorat et des fois il y a des livres qui ça fonctionne pas pour certains lecteurs et c'est le cas, donc je vais essayer de faire ça avec la plus grande des bienveillances et j'espère surtout que ce sera pareil en commentaire. On démarre tout de suite et je me rends sur le merveilleux site qu'est Babelio. Le premier livre c'est Caleb et je vais carrément vous lire le résumé qu'il y a sur Babelio parce que ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Donc à 19 ans, Caleb Helgeson se découvre empathe, il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même et cela le rend irrésistible. Terriblement dangereux parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer à la folie, à la mort. Sachez que ce qu'il fera, il n'en sera pas désolé. Ce dont qu'il tient d'une lignée islandaise millénaire le grise. J'aime pas la phrase. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus. Jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse et où tout bascule, c'est bascule Emma, faut bien lire. Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller? Donc voilà, il y a une histoire, je crois que ouais, c'est complètement inspiré de légendes islandaises. En tout cas, ce jeune garçon ressent, enfin du moins à la première lecture du tome 1, il ressent énormément de choses négatives, toutes les noirceurs, les perversités des gens, il ressent tout et donc c'est retranscrit et j'ai même l'impression que c'était multiplié finalement et j'ai été très mal à l'aise et du coup c'était presque un peu, pas problématique, mais on était un peu dans ce genre là. Ouais, j'ai été malmenée en tant que lectrice et du coup j'ai pas bien vécu ma lecture. Alors le premier commentaire, on va éviter de prendre un roman parce qu'on n'a pas le temps ici. Alors c'est de Nymphéa. Enfin, j'ai déjà lu des commentaires de Nymphéa, pardon. Ça date du 28 mars 2016. J'ai dégusté, j'ai adoré la façon dont l'auteure française glisse des coups de théâtre, adoré le fait qu'il n'y ait aucune longueur, que je sois continuellement happée, adoré l'intensité des émotions que j'ai vécues à 100%, adoré ce personnage imprévisible et ultra complexe qu'est Caleb. C'est vrai. Par contre, ce personnage est vraiment complexe, extrêmement complexe et imprévisible parce que du coup, vu qu'il est en pâte, tu sais jamais vers quelle direction il peut aller en fonction des personnes qu'il va croiser. Alors je reprends, j'ai adoré cette alternance de points de vue qui rend l'ensemble dynamique, adoré l'écriture de l'auteur si envoûtante, une plume sans limite, dans la liberté et la totalité répondant à tous nos fantasmes les plus fous. Je fantasme pas de ça. Les mots clichés, prévisibilité, rationalité et classique sont à bannir. Pour sûr, cette saga, tout du moins ce premier tome, sur fond de prophétie islandaise, restera dans ma mémoire, marqué au fer rouge. À mi-chemin ou tiers-chemin entre la fantaisie, le fantastique et la SF, ce livre est tout bonnement un coup de cœur. Je suis tellement hypnotisée, subjuguée, enchantée, ensorcelée que je n'ai d'autre choix que de lire la suite immédiatement. Laissez-vous séduire. Par contre, je trouve que cette personne a raison quand elle dit qu'il faut bannir le côté classique, la rationalité, la prévisibilité et le cliché. Cette saga ne répond à aucun de ces mots. J'ai trouvé effectivement que l'histoire était très originale. Le personnage a un côté imprévisible, mais vraiment un 2 milliards de pourcents, ça c'est clair et net. Le côté rationnel, bah du coup je pense que c'est ce qui m'a manqué. J'ai été très malmenée pendant cette lecture. Et le côté classique, c'est vrai que ce n'est pas très classique. Du coup, c'est inspiré de légendes ou d'une prophétie islandaise. Du coup, si on est habitué à lire des livres qui sont inspirés de ça, classique, du coup, je sais pas. Ça dépend, je pense, surtout du bagage littéraire de la personne. Grosso modo, je suis d'accord avec cette personne, sauf quand on parle des fantasmes les plus fous. Je n'ai pas ce type de fantasme. Et encore une fois, il y avait plein de scènes que du coup, de mon point de vue, j'ai trouvé problématiques parce que du coup, on a comme
comme idéalisé des fantasmes, pas forcément que pervers, mais là c'est le mot qui me vient, de tout ce qu'il peut ressentir en fait, de ce don d'empathie qu'il a. Et du coup, même si on pointe du doigt entre guillemets en mode c'est pas bien et tout, j'étais pas très à l'aise parce que pour moi c'était pas assez bien traité, du moins on n'est pas allé assez en profondeur. Peut-être que c'était parce que c'était que le premier tome, je sais pas si c'est différent pour la suite de la saga. Et ce livre je l'ai lu il y a quand même un sacré long moment, peut-être 3 ans, donc je parle surtout des souvenirs qu'il me reste. C'est clair et net que ce livre m'a marqué au fer rouge parce que je me souviens encore de certains éléments, bon pas de tous les éléments précisément, mais il y a certains éléments qui me reviennent, que je peux pas dire sinon je spoil, mais ouais, qui m'ont mise très mal à l'aise comme je le disais. Donc c'est pour ça que ça a été une mauvaise lecture pour moi, parce que je pense que je suis peut-être trop sensible pour ce type de livre. Maintenant nous avons une saga de New Romance, donc Calendar Girl de Audrey Carlan. Alors cette saga j'ai dû commencer à la lire vers mes 18 ans, je travaillais dans un Cultura et une collègue me dit c'est génial Emma, nouveau concept, un mois un tome, il faut que tu le lises, tu vas adorer et tout. Et je sais pas pourquoi, c'était une période où je me disais qu'il fallait que je lise des livres de cul. Pourquoi? J'ai pas choisi le bon livre. Alors, ça a été publié aux éditions Hugo Roman et on a, je sais plus comment elle s'appelle, est-ce que c'est noté dans le résumé? Ah voilà, Mia. Mia va vivre seule avec son père et son père a une dette absolument énorme. Je sais plus s'il va mourir ou pas. En tout cas, il va emprunter une somme astronomique et il va devoir la rembourser. Et la tante de Mia a une solution pour elle. Elle va devenir escort girl. Je pense que c'était la manière dont ça a été traité dans cette histoire qui m'a dérangée et que j'ai trouvé un poil problématique. Donc elle va devenir escort girl, pardon, et donc en fait c'est sur un an, et, parce que du coup un tome à un mois, et sous un an en fait elle va pouvoir rembourser tout simplement le prêt qu'elle a, enfin du coup, pardon, le prêt de son père qu'il ne peut pas rembourser. Et le principe c'est donc il va y avoir 12 hommes, 12 villes, 12 histoires, et voilà. Alors nous avons un avis de Maze Book qui a publié ça en 2017. Alors elle nous dit: ma chaise qui grince s'il te plaît. J'ai vraiment adoré ce tome et pour moi ce fut un vrai coup de cœur. Ce que j'ai aimé c'est l'histoire, un peu facile, douce comme un bonbon et un peu piquante aussi. Oui, bah piquante, c'est clair que je me suis énervée. L'histoire est très sensuelle et les scènes de sexe sont fortes mais pas vulgaires. On reste dans le respect de l'autre et la tendresse. Ça dépend qui. Même si parfois c'était un peu brutal. Ah, merci. Un lien, plutôt une attirance, se crée très vite entre Mia et Wes. J'ai pu effleurer du bout des doigts leur coup de foudre que seuls ne veulent pas voir. En tout cas, quelque chose de très fort se met en place et je me suis sentie un peu comme une midinette. J'ai adoré. Wes est un chic type, très beau, intelligent et on ne peut que l'aimer. Il est très attentionné avec Mia, il est très facile de tomber sous son charme. Mia est comme une rose fragile et piquante comme les épines. Oula, j'ai bugué. Ces deux personnages sont terriblement attachants. La fin est sans surprise, forcément, mais j'attends avec très grande impatience le tome 2. Ah, donc là, personne n'a lu que le tome 1. J'espère que Wes restera dans le paysage, même si ce n'est qu'à travers d'échanges de SMS ou de mails. L'auteur a une écriture fluide, le livre est très facile à lire, se lit très facilement, elle nous emporte dans les scènes de sexe à juste dose entre sentiments et désirs. On envirait presque la place de Mia. Non. Alors déjà la personne du coup n'a pas lu toute la saga. Autre le fait de son poste, oui de son domaine d'activité. En fait, là où j'ai trouvé que c'était problématique, c'était Mia, justement. C'était comment elle traitait les gens. C'est ça que j'ai vraiment trouvé problématique. Autre, le fait qu'on soit pour ou contre ce domaine d'activité, c'était vraiment le caractère de Mia qui m'a bien fait chier. J'ai lu jusqu'à avril, donc j'ai lu les 4 premiers tomes de la saga. Je ne sais pas si c'est assez vraiment pour se faire un avis complet, donc c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. En tout cas, là où la personne a raison, c'est que c'est fluide. C'était globalement bien écrit dans mon souvenir. Forcément, c'est du new adulte, donc ça va un petit peu t'émoustiller peut-être, mais je n'ai pas eu du tout ce sentiment vu que je m'énervais tout le temps sur Mia. L'histoire est très sensuelle, le premier tome l'est, il est presque romantique, je dirais, mais les autres tomes, là où on découvre le vrai caractère de Mia, qui n'est pas décrite de la même manière dans le premier tome, selon moi, ça m'a vraiment perturbée. J'ai l'impression qu'elle change de caractère, donc forcément elle vit de nouvelles expériences, donc elle peut évoluer. Mais j'ai pas apprécié son évolution, c'est tout. Je ne sais pas ce que ça donne, encore une fois, à la fin de la saga. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé qu'elle a eu certains comportements que je n'ai pas tolérés, que je n'ai pas apprécié, que j'ai pas trouvé vraiment très chaleureux. Mais la personne a raison, en tout cas, en disant que c'est quand même
du moins les premiers tomes, le premier tome je dirais, parce que les autres tomes je suis vraiment fâchée avec, mais qu'il y a ce côté un petit peu tendresse, que c'était bien écrit, que c'est facile à lire et que vraiment tu le dévores vite. Mais les autres tomes, encore une fois, j'ai un problème. On continue avec le troisième livre et cette fois-ci il s'agit de Outlander. Donc c'est écrit par Diana Gabaldon, je suis désolée je regarde mon écran, et c'est publié aux éditions J'ai lu. Ouais, je crois que toutes les versions sont publiées chez J'ai lu. Donc c'est une histoire aussi qui a été adaptée en série disponible sur Netflix. The world just spun out of control. On va avoir la belle Claire qui vit dans quelle époque déjà, je ne sais plus. Elle va se rendre en Écosse avec son mari et par je ne sais plus trop quelles circonstances, elle va tomber sur des pierres, je n'ai plus le terme exact. En tout cas ça se passe aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, je viens de retrouver le nom des pierres, c'est des menhirs. Elle va être attirée par là-bas et c'est par le biais de ces menhirs qu'elle va, pas transplaner dans Harry Potter comme dans Harry Potter, mais elle va basculer bien loin dans le passé. Elle va atterrir du coup en Écosse, mais la période où les Highlanders vont, je crois qu'on dit comme ça, hein, vont traverser une époque pas hyper cool pour eux, parce qu'il va y avoir un soulèvement contre l'occupant anglais, enfin c'est à cette période-là, et elle va donc plonger dans un univers dont elle ne comprend pas, avec tout un bouleversement politique et une coutume, et des manières de vivre de l'époque qu'elle ne saisit pas. Alors pour ma part, j'ai écouté le premier tome en audio, je crois que c'était cet été, et je vous ai pas fait de chronique là-dessus parce que j'attendais de vous le faire à travers cette vidéo. Pourquoi j'ai pas apprécié, c'est parce que je trouve que l'écriture était globalement lourde. Vraiment, je l'ai trouvée très lourde, très chargée, et du coup je n'ai pas réussi à apprécier l'histoire. Très descriptive du coup, et c'est peut-être ce qui m'a perdue. J'ai un commentaire de Domi Steven qui a été publié en 2018. Alors cette personne nous dit: quelle merveilleuse semaine passée à lire ce bouquin, quelle joie chaque jour de retrouver les personnages principaux, Claire et Jamie, un livre comme je les aime, un gros pavé et deux héros charismatiques. Une histoire dans laquelle j'ai eu le temps de m'installer, qui m'a poursuivi dans la journée, me demandant sur quel terrain j'allais être de nouveau embarquée lors de ma lecture. En fin de journée, et lorsque le lendemain après l'avoir refermé, je me suis assis pour écrire 2-3 mots à ce sujet, l'histoire m'a part étonnamment fraîche, oulala j'arrive plus à lire, encore présente dans les 4 neurones qui constituent mon cervelet. Ok. Le plus de la dernière page, c'est qu'il n'y a pas le mot fin, présage d'un autre volume, aguerri rapidement. Ah oui, je viens de comprendre. Encore un qui mériterait d'être dans la shortlist des bouquins que l'on prend sur une île déserte. Quoique perso, j'y entraînerais plutôt ma femme, je ne me lasse jamais de ce qu'elle me raconte. C'est étrange, ce bouquin est considéré comme étant du fantastique. À part l'événement qui propulse Claire 200 ans avant, je ne vois rien qui puisse le classer dans cette catégorie, mais je crois que ça arrive un peu après. J'y verrais de préférence un super roman d'amour, à la limite historique, mais je ne suis pas là pour en remettre en cause le classement de mes collègues. Le plus extraordinaire n'est même pas l'originalité de l'histoire, que nenni, moi j'adore l'expression. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'atmosphère, cette façon simple qu'a eu l'auteur d'enivrer avec des mots, des phrases de tous les jours, pas de réflexion profonde au programme, juste une belle histoire qui vous délasse de votre journée, qui vous change de votre hiérarchie égocentrique. Peut-être que j'aurais ressenti ça effectivement si je m'étais pas autant braquée avec l'écriture, mais du coup ça a pas eu cet effet moi de me propulser et de me balader au travers l'histoire, vraiment l'histoire avec un grand H. J'ai pas eu ce sentiment là, j'étais très bloquée dans le temps, je trouvais que c'était très lent à se mettre en place et à avancer, à faire évoluer. En revanche je trouve quand même qu'il y a, oui c'est une romance dite historique, mais on a quand même des éléments fantastiques, mais je sais plus si vraiment il y en a autant dans le premier tome, parce que je mélange un peu avec la série et je pense que d'ailleurs c'est plus présent dans les autres saisons de la série, donc les autres potentiels tomes. Je sais pas comment est fait le découpage. En tout cas par contre ce qui est sûr c'est que la romance entre Claire et Jamie est fabuleuse, c'est vraiment une romance à découvrir, que ce soit par l'intermédiaire des romans ou de la série, c'est une belle histoire. Vraiment le seul truc qui a fait que j'étais bloquée c'était la longueur, et peut-être parce que le premier tome est excessivement long. Peut-être que j'aurais dû le lire en plusieurs fois et ce serait mieux passé. Je pense que c'est la seule raison qui fait que je n'ai pas apprécié le bouquin. Oh là attendez, j'ai un appel, je reviens. Bon, finalement l'appel a duré extrêmement longtemps, il s'est passé une demi-heure depuis que j'ai coupé la caméra. Alors du coup, on reprend pour le dernier livre, parce que j'ai prévu d'en faire 4 pour cette vidéo parce que je parle beaucoup trop à chaque fois et mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Et je crois que le cadre et tout a changé parce que j'ai bougé ma caméra. Oui,
la vidéo de la galère. Le dernier livre, et c'est un petit peu celui dont je redoutais de vous parler dans cette vidéo, je veux vraiment pas que ce soit mal pris, je veux pas offenser les fans d'une saga, mais comme moi, quand je suis fan d'une saga, forcément, il y a des personnes en face qui ne vont pas avoir les mêmes mots et qui vont pas apprécier tout simplement comme moi j'ai pu apprécier la saga. Donc j'espère vraiment que personne va s'énerver. Je vais parler de After, de Anna Todd, le fameux. Je sais même pas qui a édité After. C'est pas Hugo Roman par hasard? Bref. Alors dans cette histoire, nous avons Tessa qui est une jeune fille plutôt discrète, assez ambitieuse, volontaire. Bon, elle a des bonnes qualités, elle est belle, elle est intelligente, forcément. Et elle est en couple avec son petit ami Noah depuis je ne sais plus combien de temps. Elle va passer en fac et Noah, lui, ne peut pas la suivre parce que lui, il a pas fini, je sais pas ce que ça correspond aux États-Unis, mais il a pas fini l'école d'avant. Enfin, nous en France, ça correspond au lycée en tout cas. Et elle va rencontrer un garçon, un bad boy, Hardin. Et Hardin, c'est le genre de mec un peu toxique. Toute personne saine d'esprit, je pense, pourra facilement reconnaître que Hardin n'a pas eu les meilleurs comportements au monde. C'est un homme avec un caractère, enfin un jeune homme hein, plutôt, on se calme, mais un jeune homme qui a un caractère fort, imprévisible, difficile à dompter, bref, le bad boy par excellence. Et il va y avoir cette tension entre les deux et ils vont jouer un petit peu à un jeu de séduction, voire plus. Avant de donner mon avis, je vais lire un avis positif pour apaiser les personnes qui se sentiraient peut-être heurtées. J'espère vraiment que personne se sent heurté par ce que je vais dire après. Alors, on a un commentaire de Nat76170, il me semble que j'ai déjà lu l'un de ses commentaires, peut-être dans une des précédentes vidéos, je ne sais pas. En tout cas, elle nous dit: une romance très addictive, il est difficile de lâcher le livre une fois qu'on l'a commencé. Tout paraît tellement différent pour Tessa et Hardin qu'on s'attache très vite à ces deux personnages. À travers leur histoire, on passe par tellement de sentiments, d'émotions, que l'on se retrouve aussi perdu que Tessa. Malgré tout, comme elle, on espère que son histoire avec Hardin fonctionnera. Il y a beaucoup de suspense dans cette romance et on se pose beaucoup de questions. En conclusion, c'est un très bon roman d'amour avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire les disputes, les réconciliations et les scènes érotiques. Alors là où je vais rejoindre notre très chère Nat, c'est que je pense que effectivement il y a aussi une part de réalité dans le sens où il y a des disputes, où il y a du trash, où il y a du romantisme, où il y a des sentiments, voilà, il y a vraiment toutes ces phases là. Ce que je reproche, c'est le côté, mais même Tessa des fois elle a eu quelques moments où j'étais pas en accord avec elle-même, enfin typiquement c'est le genre de personnage que je n'aimerais pas croiser dans la vraie vie, je ne supporterais pas les voir. Mais je dois dire qu'on retrouve aussi c'est très clichés dans leur caractère, beaucoup dans le young adulte, ça c'est clair et net, et pourtant j'aime le young adulte, je pense que c'est vraiment propre à cette histoire. Comment dire? C'est une histoire qui est globalement bien écrite, hein, je pense que personne va cracher dessus, c'est bien écrit, c'est fluide, pas de problème là-dessus, Anna Todd a bien fait son taf. Ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est ce je t'aime moi non plus, et je vais me venger, ou je vais te manipuler, ou je vais avoir le dessus sur toi, et ça ça me bloque, ça c'est un peu compliqué. Je pense que j'aurais eu cette romance là, typiquement dans une histoire de fantastique, je l'aurais apprécié. Mais vu que c'est tourné uniquement sur ça, bah je fais la gueule quoi. Et ça a été complètement le cas, j'ai fait la gueule, je n'ai jamais fini ce livre. Je crois que c'était les 50 nuances degrés que j'avais essayé, que j'avais quand même pas tout lu, ou j'avais lu exprès des extraits pour me faire une idée. Mais After, j'y étais un petit peu plus allée. Alors je me souviens que je l'avais principalement lu quand j'étais en stage, je crois que c'était ma première année de fac, quand j'étais en stage en bibliothèque, et donc je l'avais lu, mais j'étais pas allée à la fin parce qu'on se doute de comment ça va se finir, et puis même le fin mot de l'histoire, on se doute du fin mot de l'histoire, peut-être pas des péripéties, mais du point final, ok. Donc globalement, ouais, c'est ça, c'était vraiment cette relation entre les deux qui n'est ni vraiment traitée, ni il n'y a pas de mise en garde sur cette espèce d'action, ouais, cette manipulation et de prendre le dessus sur l'autre, et ouais, ça j'ai pas aimé. J'espère que j'ai pas heurté de gens et que je vais pas me prendre de menaces dans les commentaires. En tout cas, voilà pour les 4 livres que je n'ai pas aimés, mais que certains d'entre vous, enfin des commentaires Babelio, ont apprécié. J'espère que j'ai réussi à faire comprendre à travers cette vidéo qu'on pouvait apprécier ou non une histoire et en trouver des points positifs ou négatifs dans les avis des uns et des autres, et que finalement un avis littéraire c'est à prendre aussi avec des pincettes, c'est aussi en fonction du bagage de la personne d'en face, c'est aussi en fonction dans la période dans laquelle il a lu, il y a plein de facteurs qui vont venir
venir comme ça impacter nos avis et voilà, j'espère que j'ai réussi à faire comprendre tout ça et que voilà, enfin, c'était le but de cette chaîne de vidéos. Sur ce, on se retrouve dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre un petit like ou de vous abonner si vous aimez la chaîne et mon contenu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, de belles lectures, ciao!